Oui, bah c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis venu, j'ai le plaisir de vous présenter en fait un nouveau projet de label qui concerne les institutions culturelles, qui s'appelle le label Culture Libre. Donc c'est un label qu'on a sorti très récemment avec Wikimedia France. En ce qui me concerne, je suis Xavier Caillot, je travaille sur les partenariats avec les institutions culturelles. Wikimedia France, c'est une association en fait qui soutient tous les projets Wikimedia, donc y compris Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata. D'ailleurs, on en parlait juste avant de Wikidata. On a différentes missions et en ce qui me concerne, je construis des partenariats avec les musées, les bibliothèques, les archives pour qu'ils diffusent leurs connaissances du coup sur les projets Wikimedia. Donc ça implique beaucoup de questions, y compris juridiques, en termes de licences libres, etc. Le label Culture Libre, c'est une idée en fait qui est venue du constat du manque d'ouverture en fait des contenus de la part des institutions culturelles. Et pour vous parler du label, je suis un petit peu obligé aussi de vous parler du contexte parce que sinon c'est difficile de comprendre les enjeux de ce label et surtout l'impact que l'on recherche à travers justement ce projet. Dans le contexte du coup de notre action avec Wikimedia France, ce qui concerne directement le label, c'est ce qu'on appelle l'open content. Alors, l'open content, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le mouvement libriste en France et encore dans un univers plutôt de niche lié à l'open data culturel. C'est-à-dire que l'open data avait décrété l'obligation d'ouvrir les données librement communicables. Seulement, parmi ces données-là, il y a aussi des images. Et les images sont soumises à des lois, parfois contradictoires, qui empêche finalement, ou en tout cas qui n'incite pas à l'ouverture de ces images libres pour tous usages, comme c'est le cas pour les données elles-mêmes, par exemple les métadonnées de ces images. Donc on a essayé de trouver une définition pour l'open content qui est vraiment liée à tout ce qu'on connaît déjà comme définition, open access, open education, open data. C'est un petit peu dans cette droite lignée. Donc vraiment la différence entre l'open content et l'open data, c'est qu'on a ciblé les images pour l'ouverture pour montrer qu'il y a un contexte juridique et politique qui concerne particulièrement les images. Donc, on a fait exprès d'extraire cette problématique puisqu'on a constaté que les données culturelles toutes seules, sans les images, ne sont pas forcément réutilisées, alors que lorsqu'elles sont accompagnées de leurs images, possiblement en bonne définition, on voit qu'il y a de nombreux usages possibles, y compris sur les projets Wikimedia. Donc, ce qu'on appelle le mouvement Open GLAM, ce sont des institutions culturelles qu'on appelle GLAM, parce que GLAM, c'est l'acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives and Museums. C'est simplement dans le mouvement Wikimedia, ce qu'on appelle toutes les institutions culturelles qui ouvrent leurs données et leurs contenus, qui contribuent à Wikipédia avec leur bibliographie et qui contribuent à Wikimedia Commons, Wikidata avec leurs images. Évidemment, ça dépasse le spectre des projets Wikimedia, puisqu'on s'inscrit dans cet univers de libriste, en fait, de libre partage de la connaissance. Concrètement, il s'agit des numérisations d'œuvres, en fait, tout simplement, qui sont placées sous licence libre et qui incluent l'usage commercial. En ce qui concerne Wikipédia et Wikimedia Commons, on parle de la licence Creative Commons CC by SA, c'est-à-dire le share alike et l'autorisation d'usage commercial. Tous les projets Wikimedia ont choisi de ne pas le limiter à l'usage commercial, simplement par philosophie. Après, il y a eu énormément de discussions sur les forums à l'époque, mais ça veut dire que si on veut faire un projet commercial d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie avec les contenus Wikipédia, c'est parfaitement possible. Bon, après, il y a des contraintes finalement d'éditorialisation qui ne sont pas une mince affaire, mais vous pouvez imaginer tous les usages artistiques, commerciaux, récréatifs possibles. À partir de cette définition, il y a un contexte juridique et scientifique assez contradictoire entre la loi Walter, qui parlait justement de l'ouverture des données, mais qui prévoyait une exception pour le secteur culturel. C'est-à-dire qu'en gros, archives, bibliothèques et musées peuvent toujours lever une redevance pour l'utilisation des numérisations d'œuvres, y compris les œuvres qui sont dans le domaine public. Ce qu'on ne trouve pas normal, puisqu'une œuvre qui est dans le domaine public, sa numérisation fidèle en 2D ne devrait pas être protégée par une condition supplémentaire et devrait être librement communicable et librement utilisable par le public. En 2016, il y a eu la loi pour une république numérique, donc ces deux lois se sont un peu chevauchées dans leurs préparatifs. Et cette loi instaure le principe de gratuité, l'open data, y compris pour l'univers culturel. C'est à partir de cette contradiction aussi qu'on a décidé de travailler sur la pédagogie et
le fait d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'open content et de travailler sur des états des lieux de l'open content. Alors, il y a eu le rapport image d'usage de l'INHA qui parle des risques en fait, de la rétention des images patrimoniales à cause des droits et des conditions comme la redevance pour les institutions culturelles. Il y a des enquêtes européennes qui sont faites par exemple par Europeana pour voir dans quelles licences sont utilisées par les musées, les bibliothèques et archives. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser commercialement? Est-ce que j'ai le droit de modifier, de redistribuer mes modifications, etc., etc. En plus du contexte juridique, on a un contexte culturel qui est relativement complexe. Il y a une numérisation et une utilisation de ces numérisations qui n'est pas du tout à la mesure des usages des médias sociaux. On a fait un rapport Open Content qu'on appelle le rapport Open Content qui est déjà disponible et qui parle justement de cette différence entre les pratiques de mise sous licence libre des collections et les pratiques, par exemple, d'utilisation de Twitter ou les autres médias sociaux par les institutions culturelles. On voit qu'il y a une grande différence. Il y avait une absence d'une étude nationale sur l'open content, maintenant c'est le cas. Et surtout, il y a une forme de retard français en fait par rapport à l'ouverture des contenus, par rapport à d'autres pays, on va le voir après. En ce qui concerne la pédagogie dont je parlais juste avant, il y a aussi une méconnaissance en fait de toutes les contraintes, tous les enjeux et l'intérêt surtout pour une institution culturelle d'ouvrir ces numérisations d'images à tous les publics. Il y a une méconnaissance parce qu'il y a eu aussi peu de pédagogie au début sur l'open data, donc encore moins sur l'utilisation des images elles-mêmes. Et enfin, je peux vous citer justement des débats en fait, sur la valeur et l'utilité de l'open data au sein des institutions culturelles et le rapport entre la valeur marchande des numérisations d'œuvres et la valeur d'usage de ces œuvres, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup, toujours, de lever une redevance en numérisant, sachant que ça bride tous les usages possibles sur Internet. Donc pour les enjeux de l'open content, il y a le fait de rester visible et pertinent en ligne par rapport à la croissance de géants en fait, du web. Il y a simplement l'adaptation à des nouveaux usages du numérique. Donc on parle justement des communautés en ligne en particulier. Et puis, il y a le fait de replacer les utilisateurs au centre, justement, des missions des GLAM. Ça correspond vraiment, en particulier, aux établissements de services publics. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on parle d'open data et libre accès. On a l'impression, justement, qu'il faudrait peut-être sortir du stade de l'expérimentation pour aller vers la généralisation. Et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre le projet de rapport Open Content et le projet de label Culture Libre. Enfin, les contraintes. Il y a une législation complexe sur le droit d'auteur au niveau international, donc un manque d'homogénéisation et donc un manque de clarté qui s'additionne justement aux contradictions qu'on peut trouver sur les lois nationales. Donc confusion juridique et politique sur les numérisations dont on vient de parler. Et puis bon, une contrainte qui est plus ciblée, c'est évidemment que là on parle surtout d'œuvres en 2D. Dès qu'on parle d'œuvres de structure en 3D, forcément avec l'angle de vue, etc., les enjeux sur la photographie ne sont pas les mêmes. Je vais vous parler rapidement du coup des risques du modèle actuel. Il y a une revendication de droits d'auteur qui freine la créativité. Il y a cette fameuse enjeu autour de l'usage non commercial, etc., qui a tendance à faire peur aux institutions culturelles. Si on peut réutiliser en vendant, etc., qu'est-ce qui va se passer? Après, ce sont des stéréotypes et ce sont des idées toutes faites qui ont tendance à tomber lorsqu'on fait un petit peu de pédagogie sur les réels usages sur le web des images d'œuvres. Comment ces pratiques restrictives en fait, servent vraiment les missions des institutions culturelles? Est-ce que la mission d'un musée, c'est de faire de l'argent, récupérer de l'argent sur la numérisation, ou est-ce que c'est de diffuser le savoir et les richesses patrimoniales au public le plus large possible? Et puis il y a évidemment tout ce qui concerne les artistes, le milieu universitaire, et le fait que c'est un modèle économique inadapté en fait. Ça bride, comme je vous l'ai dit juste avant, la valeur d'usage par rapport à la valeur marchande. Et il y a des profils de la monétisation des reproductions qui sont très timides. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en fait, en 2018 qui disait justement que la Réunion des musées nationaux, par exemple, levait à peine, je ne sais plus, c'était moins de 1% en tout cas de leurs bénéfices sur la numérisation des œuvres, ce qui couvrait à peine les frais de numérisation. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus. Le retard français,
Les raisons, c'est par exemple le mimétisme des institutions culturelles moyennes et petites par rapport aux grandes, qui peuvent continuer à lever de l'argent sur ces numérisations. Il y a une absence d'une politique forte, en fait, de la part du gouvernement, justement, sur ces enjeux-là, qui est liée à une absence aussi de pédagogie. Les deux vont évidemment ensemble. On ne peut pas être des associations du libre à être les seuls à faire de la pédagogie sur ces enjeux-là. Il faut vraiment qu'il y ait une politique forte de l'État là-dessus. Et l'acceptation de transformer un petit peu le modèle économique aussi et de se recentrer, encore une fois, comme on a dit, sur les utilisateurs et de les replacer au centre justement des démarches. Alors il y a évidemment une grande raison parmi les explications du retard, c'est la peur de perdre le contrôle des images en fait, pour une institution culturelle. On ouvre sur le web, on n'a pas forcément de contrôle sur ce qui va se passer derrière, comment elles vont être utilisées, etc. On sait comment elles vont être utilisées sur les projets Wikimedia, on peut leur expliquer, mais on ne peut pas leur expliquer ce que vont faire tous les particuliers ou tous les chercheurs et les étudiants avec ces images. Donc il y a une forme de fantasme sur les utilisations potentielles. Et sur les opportunités, rapidement, évidemment, vous avez un gain de visibilité avec des audiences, des communautés en ligne. Vous pouvez travailler justement humainement en faisant des rencontres, des journées contributives avec ces communautés-là. Vous pouvez avoir un plus grand contrôle sur la qualité des images aussi qui sont diffusées sur le web, plutôt que de laisser les choses se faire par les autres. Si vous diffusez en tant qu'institution culturelle, vous savez comment c'est fait et vous savez que les données sont propres au moins et les images sont propres sur les projets ciblés, que ce soit Flickr, que ce soit Wikimedia Commons, toutes les plateformes qui proposent des licences libres. Et enfin, ça peut aussi enlever les contraintes de gestion des redevances avec les grilles tarifaires inadaptées. Donc il y a plein d'enjeux techniques et financiers qui sont un petit peu, enfin des contraintes qui sont levées aussi avec la possibilité de mettre tout sous licence libre. Pour vous donner un exemple très concret, le musée Saint-Raymond a justement utilisé le principe d'open content en ouvrant ses images sous licence ouverte. Et il y a eu une diffusion sur tous les projets Wikimedia et sur d'autres plateformes. Ils ont créé une plateforme qui s'appelle Palladia de manière collaborative. Et puis avec Wikidata, Wikimedia Commons, ils ont créé des cartographies justement des images, le moteur de recherche qui permet d'avoir une découvrabilité des contenus sur le web, sur les grands moteurs de recherche, où vous allez trouver justement les numérisations d'œuvres qui sont directement versées sur Wikimedia Commons. Vous pouvez même potentiellement illustrer Wikipédia avec les images des collections des institutions culturelles. Donc ce label-là s'inscrit en fait vraiment dans ce contexte d'ouverture des contenus. L'idée, c'était de se réunir autour de personnes qui étaient spécialistes des droits d'auteur, de la contribution au projet Wikimedia, et évidemment des enjeux du fait d'ouvrir les données et les contenus au plus grand nombre. Donc voilà, on a évidemment des personnes qui travaillent dans les institutions culturelles, on a une doctorante, on a des partenaires comme Innocube et le Clic France. En ce qui concerne la possibilité de candidater à ce label-là, on a créé un label sur 3 niveaux en fait, pour permettre aux institutions culturelles d'y aller petit à petit en fonction de leurs ambitions et de leurs possibilités techniques et politiques. On va voir le détail de ces niveaux après, mais c'est un process en fait qui consiste à d'abord signer une charte en fait, de soumettre un dossier de candidature, de soumettre au jury. Il y a une analyse de ce dossier-là, et c'est un dossier qui va justifier du fait qu'on ait ouvert les images sur le web sous licence libre, par exemple, en les mettant sur sa propre plateforme de collection ou sur d'autres plateformes d'images comme Wikimedia Commons, avec la mention de la licence, qui inclut évidemment l'usage commercial, puisqu'on parle spécifiquement des projets Wikimedia, mais du coup ça ouvre à toutes les autres plateformes par nature. Et du coup, la justification avec les mentions légales, les conditions d'utilisation, sachant que ce label-là, comme c'est un label qui s'appelle Culture Libre, il va ajouter aux exigences d'open content la contribution à des projets numériques collaboratifs. Donc on va demander en plus le fait d'organiser une action de contribution sur Wikipédia ou sur Wikimedia Commons dans l'année,
ou le fait d'organiser une journée contributive où vous avez des publics de l'institution culturelle qui vont directement contribuer avec les bibliographies, avec les images de l'institution culturelle sur les fiches, les notices de Wikipédia. Un exemple très concret, le musée Saint-Raymond, Paris Musée, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ils vont appeler du public, des étudiants, du grand public, pour se retrouver dans une salle et pour contribuer sur Wikipédia sur des thématiques qui sont liées au musée directement ou indirectement. Et ça va être un critère pour justement obtenir le premier niveau de label. Alors vous avez 3 niveaux. Alors, avant de vous parler des niveaux, il y a d'abord une charte en fait qui correspond à des valeurs qui sont liées au public. Je disais tout à l'heure, les utilisateurs sont au centre des préoccupations dans cette démarche. Et vous avez aussi une adaptation aux pratiques collaboratives modernes, et un accès à des sources fiables et des contenus de qualité. Donc vous avez 6 ou 7 prérogatives dans cette charte. Et cette charte-là, elle va être signée soit par les institutions culturelles, soit par leur tutelle, que ce soit des collectivités territoriales ou des réseaux, des associations justement de GLAM, pour s'engager à poser une candidature pour obtenir le dossier qui correspond au niveau souhaité. Donc vous avez 3 niveaux de labellisation qui peuvent être déclinés dans plusieurs couleurs. L'idée, c'est d'avoir un macaron en fait, qui puisse être apposé sur les plateformes de collection ou même sur les sites institutionnels des institutions culturelles. Ce macaron-là, c'est d'abord une récompense en fait, pour ces institutions-là. Leur dire, voilà, ils mettent en place des efforts, des moyens pour ouvrir les données, les contenus. Il n'y avait pas de récompense jusqu'à maintenant, donc on leur propose une réelle récompense et une visibilité par rapport à ces démarches-là particulières. Peut-être qu'un jour, ça deviendra une signalétique, pourquoi pas pour les publics, mais c'est avant tout un moyen de récompenser ces structures. Alors, on parle très simplement pour l'instant de bronze, argent et or. C'est pas trop compliqué la vie pour l'instant ça pourrait évoluer parce que sinon ça devient assez confus. Le label bronze, en fait, c'est le premier niveau label. Pour vous donner un exemple, ça c'est une infographie qui représente justement les indicateurs qu'il faut respecter pour obtenir le label de niveau bronze. Donc vous avez des indispensables, il faut absolument les avoir pour obtenir le label. Ça va être avoir adopté des licences libres qui sont compatibles avec les projets Wikimedia. Comme je vous ai dit, la licence Creative Commons, par exemple, c'est CC BY SA. La licence Etalab, licence ouverte d'Etalab, pour donner un autre exemple. Et il faut avoir communiqué, en fait, auprès du public sur cette politique, sur cette démarche. Donc après, on va donner des indications d'évaluation aux institutions culturelles dans leur dossier, avec des détails sur est-ce que j'ai bien respecté l'indicateur ou pas. Donc ça, c'est le premier niveau avec les indicateurs indispensables. Ensuite, sur ce même niveau-là, vous allez avoir des indicateurs optionnels. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez en faire table rase, simplement, vous devez choisir dans ces indicateurs au moins un choix. Donc on leur propose de faire en plus de cela un versement de contenu sur Wikimedia Commons et Wikidata, ou alors une édition de projet Wikimedia, quel qu'il soit. Ça peut être Wikisource, ça peut être Wikidata, ça peut être Wikimedia Commons ou Wikipédia. Ça peut être la mise en place d'une action de formation au sein du personnel. Voilà, apprendre à contribuer sur Wikipédia en tant qu'agent culturel, apprendre à contribuer sur Wikimedia Commons, etc., etc. Et enfin, la mise en place d'un événement de contribution. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, une journée contributive où il y a cet effet d'effervescence avec les publics. Et pareil, les mêmes outils d'évaluation pour chaque candidat. Ensuite, on monte en gamme. On peut demander le label de niveau argent. Et donc là, il faut les acquis évidemment du premier niveau. Mais en plus de ça, on va ajouter la qualité et de l'accessibilité des contenus avec en bleu justement les exigences correspondantes. Donc là, on est vraiment sur l'exigence de la haute définition pour les images. Si vous mettez des vignettes par exemple, vous ne pouvez pas réutiliser, vous ne pouvez pas imprimer, vous ne pouvez rien faire quasiment avec, simplement voir sur le web. L'idée, c'est quand même que toutes les réutilisations puissent être imaginables. Donc aller faire un Oriflamme par exemple avec une vignette, ça peut être sympa au niveau pixelisation. Vous avez aussi le fait... 19, ouais, je me dépêche. Vous avez d'autres exigences sur ce label argent, du coup, en indispensable. Et pareil, vous allez avoir sur le label des optionnels. Vous allez choisir de régulariser la contribution au projet Wikimedia ou de mettre en place ce qu'on appelle des résidences au sein des structures pour contribuer. Et enfin, le label or, qui là vise l'impact réellement qu'on cible à terme, c'est-à-dire d'implémenter la contribution au projet Wikimedia
dans les pratiques professionnelles des institutions culturelles. L'idée, c'est d'avoir des personnes et des postes dédiés vraiment sur cette diffusion numérique. Vous pouvez avoir par exemple un chef de projet numérique qui va avoir entre autres comme objectif de diffuser les contenus de l'institution culturelle sur les projets Wikimédia. Donc ça vient vraiment en plus de cette libération des images, voilà, et de cette diffusion des images. On ouvre vraiment sur toutes les pratiques collaboratives. Voilà, donc pour le calendrier prochain, et je termine avec ça, il va y avoir un webinaire le 24 novembre, pour ne pas vous dire de bêtises, pour expliquer à toutes les institutions culturelles comment ça fonctionne, comment obtenir le label, dans quel délai, etc. On va créer un observatoire de l'open content, comme il existe déjà un observatoire de l'open data, pour analyser, pour rendre compte de toutes les pratiques qui se font aujourd'hui et dans le futur. Et une délibération du jury au printemps avec une journée spéciale qui s'appelle la journée Wikimédia Culture et Numérique, dans laquelle on intégrera la restitution, la présentation des premiers lauréats du label. Voilà, c'est terminé. Non, c'est normal, merci.